Matt Fax, le fils d'Eric Prydz selon DJ Mag. Apparemment. Ouais, raconte-nous, il est comment ton papa? Il est vieux. Non, mais c'est une figure. Hein. Mais après, moi, je suis très content de cette comparaison. C'est plus une comparaison qu'on faisait au début sur du coup, mon inspiration première qui était Eric Prydz. C'est vrai que j'ai réussi à m'en décaler, à avoir d'autres inspirations. Mais ouais, c'est vrai que quand on a 15-16 ans et qu'on te surnomme le fils d'Eric Prydz, c'est toujours très, très gratifiant. Ouais, tu l'as déjà rencontré ou pas du coup? Pas du tout. Non. Pas du tout. Et je pense que si on se rencontre, il y aura peut-être un petit malaise. Je pense qu'il sait qui je suis. Je pense qu'il a peut-être eu des échos de ce que je faisais, qui pouvait s'apparenter à du plagiat peut-être parfois. Peut-être qu'il a entendu, peut-être pas. On ne sait pas, on verra. Peut-être que papa va te tirer les oreilles, quoi. Oui, un coup de martinet. Et puis on n'a pas dit bonjour aux gens, Matt Fax. Pardon. On n'a pas dit bonjour aux gens. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, on est avec Matt Fax. Matt Fax, qui es-tu? Tiens, je t'ai fait un petit CV, tu vas me dire si ça te va. Oui. Tu es Matt Fax, DJ producteur français. Exact. On va dire que tu es dans le business depuis à peu près 10 ans, même un poil plus peut-être. Ouais, ça va faire 11 ans exactement. Je dirais que tu es un pilier de bar de la scène progressive. Oui. Ou trance un petit peu. Oui. Bon, c'est tes mots, pas les miens. Ouais. Pilier de bar tout court peut-être. Oui, aussi. Certainement, ouais. 2 albums à ton actif, un 3e à venir. Oui, exact. Et tu as mixé notamment la dernière compilation In Search of Sunrise. Exact. Des 10 ans de carrière, comment tu t'es lancé? Enfin, comment t'en es venu là? Parce que t'es jeune, on a le même âge, je crois. T'as 26, 27? Ouais, j'ai 26, ouais. On a le même âge, ouais. Donc, comment t'en es venu à tout ça? Bah écoute, moi j'ai toujours aimé la musique, moi j'ai toujours été attiré, même si dans ma famille il y avait personne qui était musicien, on écoutait beaucoup de musique, que ce soit mes parents, mes frères et sœurs et tout, etc. Et en fait, avant Matt Fax, j'ai eu plusieurs alias. En vrai, ça fait 13-14 ans que je fais de la musique, parce que mes premiers titres remontent à l'âge où j'avais 12-13 ans. Et en fait, j'ai toujours fait ça pour le fun. En fait, c'est-à-dire en fait que les gens de mon âge à l'époque jouaient aux jeux vidéo, à Call of Duty. Moi, je jouais à Ableton Live, tu vois. Enfin, en gros, je voyais ça comme un jeu et en mode tiens, où tu passes des niveaux et tiens, si je fais ça, je comprends. C'est marrant ça, qu'est-ce que ça fait? Et en fait, c'était vraiment de façon très autodidacte. Et en fait, voilà, je voulais pas forcément faire une carrière à la base. Et même encore maintenant, certes, je suis content d'en avoir fait une carrière et d'en vivre, mais c'était pas du tout le plan dessiné au tableau à la base. Donc voilà, de fil en aiguille. C'était quoi le plan du tableau à la base? Il y avait pas de plan. J'avais 14-15 ans. À 14-15 ans, tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Je savais que j'aimais la musique. Peut-être, dans l'idée, j'aurais aimé être ingénieur du son, travailler dans les studios, peut-être être de l'autre côté un petit peu, de la scène, peut-être m'occuper de scène, ou même dans des studios. Mais sinon, non, j'avais pas vraiment de projet à la base, non. Aujourd'hui, t'as un nom qui est, avec tout le respect que j'ai pour toi, pratiquement inconnu en France. Oui. Comment t'expliques que la scène progressive et que ces artistes n'arrivent pas à se développer en France, n'arrivent pas à se faire un nom? Il y a plusieurs explications. C'est déjà que je pense que la France n'est pas du tout un pays de musique électronique. On le voit très bien en regardant le top 50 Spotify. Les gens, ils veulent du rap, du hip-hop, de la musique urbaine. La musique électronique, c'est vraiment... ce qui marche, c'est vraiment les grosses têtes d'affiche qui font des tubes de l'été qui te restent dans la tête parce que ça passe en boucle à la radio. Mais le problème, c'est que c'est même pas dans la progressive et la trance, c'est vraiment toute la musique électronique, j'ai l'impression. Il y a soit l'underground, très underground qui marche, ou alors le commercial, très commercial. Il n'y a pas l'entre-deux. Le problème, c'est que la scène trance en France, même si elle est très bien, il y a des fans qui sont dévoués, qu'on retrouve aux événements dans les pays européens, qui font le déplacement. Malheureusement, ça intéresse pas les promoteurs, ça intéresse pas les clubs qui se disent oui, on va pas faire une date pour 200 personnes dans la France entière qui vont pas se déplacer du sud vers le nord pour aller voir un gars qui habituellement remplit 300-400 personnes aux Pays-Bas ou en Angleterre ou quoi. En fait, je pense qu'il y a un problème en fait de la part des promoteurs et des clubs qui veulent pas forcément prendre de risques. Il y a un problème de mentalité. En fait, il y a énormément de problèmes. Et c'est vrai, on en parlait sur le chemin. C'est vrai que je suis inconnu en France. Et moi, ça m'attriste un petit peu que mon propre pays me reconnaisse pas. Mais en même temps, je me dis,
C'est logique, avec la mentalité française, avec ce qu'on écoute. On n'est pas du tout un pays de musique électronique. À la base, en plus, la France, c'est un pays de rock, à la base. Hein. Mais c'est vrai que ces dernières années, c'est plus un pays de rap. Après, il y a peut-être d'autres explications que je ne sais pas ou que je ne veux pas forcément en parler. Mais moi, je pense que c'est plutôt ça. On ne veut pas prendre de risques et on ne veut pas s'ouvrir. On est très fermé en France, j'ai l'impression. Oui, mais pourquoi du coup est-ce que ça se développerait plus aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre aussi, et qu'en France, il y a cette barrière? Mais parce que dans les autres pays, ça fait partie, j'ai envie de dire, ça fait partie de la culture. Tu parles des Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est un pays, moi en tout cas, moi je le vois comme ça, d'un œil d'un œil français, quelqu'un qui habite pas là-bas. Mais les Pays-Bas, ça a toujours été un berceau de la musique électronique, c'est-à-dire que ce soit la trance, que ce soit le hardcore ou des trucs comme ça, il y a eu beaucoup depuis les années 90, il y a eu beaucoup de soirées, et donc du coup ça fait partie un petit peu de la culture néerlandaise et même au Royaume-Uni, avec la house music, etc. En France, dans les années 90, certes, t'avais quelques soirées parisiennes, mais t'avais pas non plus un essor. On n'a jamais dit, ah oui, la France, c'est le berceau de la musique house ou quoi. Hein. On n'a jamais dit ça, hein, malheureusement. Il y a eu une petite époque avec la French Touch où il y a eu quand même cette poussée. Oui. Mais on n'a pas réussi à la garder selon toi et à développer ça et à l'ouvrir sur d'autres styles. Ah bah bien sûr, parce que en plus la plupart des acteurs de la French Touch ils tournaient surtout à l'international. Hein. Bon, c'est vrai que dans les années 90, t'as les Daft Punk qui sont venus à Rouen, c'est vrai. Non, c'est vrai. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je dis attends, si j'avais été né 20 ans avant, j'aurais bien kiffé aller les voir à l'époque où en plus ils venaient juste de sortir Homework. Donc ils étaient vraiment. Mais c'est vrai que on n'a pas réussi à garder en fait cette hype en fait. C'est-à-dire qu'il y a une petite hype qui s'est construite. Puis après, le problème, c'est que ça a très vite enchaîné avec les David Guetta, avec les Bob Sinclair, en fait. Il n'y a pas eu vraiment de transition. J'ai l'impression que... après, le problème, c'est que moi, je ne suis pas du tout né dans cette génération-là, dans ces années-là. Enfin, moi, je suis de fin 90, tu vois, je suis de 96. Donc, du coup, moi, je n'ai pas connu ça. J'avais 5 ans à peine quand les Daft Punk, ils sortaient Homework. Donc, je comprenais rien. Mais... j'ai l'impression en fait qu'on n'a pas réussi à garder cette hype et qu'on n'a pas réussi à construire en fait la plupart des clubs dans les années 90 qui faisaient venir des artistes house, French Touch ou quoi, ils ont totalement disparu maintenant. Donc c'est triste, mais c'est comme ça et on peut rien y faire. Et comment on pourrait justement rattraper et développer cette culture musicale aujourd'hui qui manque? Moi, je pense que ça va se faire grâce notamment à la nouvelle génération de producteurs français. Moi, je pense au Joris Delacroix, NTO, Romain Garcia aussi, que je salue d'ailleurs. Ouais. C'est des gars qui apportent... c'est pas du tout le même style. Hein, c'est très... moi, ce que j'appelle la progressive à la française, un petit peu ce côté un petit peu très mélodique et un petit peu très français, entre guillemets. Je pense que si on continue à alimenter cette hype, parce qu'il y a quand même beaucoup de soirées, ils tombent beaucoup en France, hein, ces gars-là. Ouais, tu les vois à Lille, tu les vois dans le sud, tu les vois partout, et c'est très bien pour eux. Et je pense que ça peut ouvrir des portes à d'autres styles, parce que ils font ce qu'on appelle de la melodic house, de la progressive, mais peut-être que ça fait partie d'une sphère où à côté t'as la trance, t'as la progressive trance, t'as d'autres choses. En fait, je pense que ça peut ouvrir plein de portes, mais il faut que les promoteurs jouent le jeu, il faut que le public français joue le jeu et que, en fait, je pense que c'est sur la durée. Hein. On n'a rien sans rien, il faut des efforts des deux côtés, en fait, je pense. Les DJ font beaucoup d'efforts, et, les promoteurs en font aussi, mais faut voir sur la durée, quoi, je pense. Je te suis sur Twitter, et l'autre jour, tu as fait un tweet qui expliquait que tu avais pris un petit peu de temps en dehors de la scène progressive, que tu t'en étais un petit peu reculé, et le fait de faire ça te l'a fait aimer encore plus aujourd'hui. Est-ce que tu peux un peu développer ? Alors, c'est pas que ça me l'a fait aimer encore plus, mais c'est que ça me l'a fait réapprécier. Il y a environ 2 ans de ça, je suis arrivé à un point où vraiment la progressive, j'en pouvais plus. C'était au moment de l'essor de ce que j'appelle, de ce que tout le monde appelle la melodic house, la organic house, ouais. Et où il y a tout un mouvement qui s'est créé autour de « Oh, la vie est belle, oh, il y a des papillons partout et tout ». Et moi, en fait, j'étais pas du tout dans ce mood-là.
De par voilà mes expériences personnelles à ce moment-là qui étaient qui me faisaient pas apprécier cette musique et en fait je me reconnaissais plus parce que j'écoutais voilà les titres progressifs, que ce soit les promos, que ce soit le top 100 Beatport ou même enfin voilà les charts ou quoi, ou même on m'envoyait des titres en disant ah mais écoute c'est l'album de l'année et tout et j'écoutais et je me suis dit mais vous trouvez quoi de bien en fait, enfin c'est il y a rien que je retiens en fait et du coup en fait je m'en suis vraiment éloigné. Et pendant 2 ans, j'ai quasiment plus écouté de progressive. Là, je m'y remets un peu. Je commence à en refaire. Mais c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai cherché en fait à faire évoluer le style progressif de mon côté. Surtout sur le nouvel album. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait cette volonté de garder voilà, l'esprit progressif. Mais de dire, bah, en fait, c'est peut-être un petit peu égocentrique ce que je vais dire. Mais j'ai l'impression que la scène progressive, elle est là. Et que moi, je suis vraiment à part. En fait, je trace mon chemin qui est parallèle et totalement dissident à la scène progressive mélodique house actuelle. C'est peut-être pour ça qu'on te voit sur les scènes trans au final. Peut-être. Aucune idée. Après, moi, je suis très content d'être sur les scènes trans et de pouvoir jouer du dubstep à 4h du matin. Moi, j'adore ça. Non, mais c'est vrai que ouais, la progressive, ça m'a un peu saoulé. Là, je m'y remets tout doucement, mais je commence surtout à réapprécier en fait les anciens sons progressifs. J'ai encore un petit peu de mal avec les nouveautés. Il y a 2-3 titres où je dis ah c'est pas mal ça, c'est vrai que c'est pas mal. J'avais totalement l'impression en fait de plus appartenir à ce monde en fait. Donc du coup, je me suis dirigé vers des choses plus sombres, tout ce qui est bass music, drum and bass. J'ai beaucoup écouté de hip-hop aussi, de la drill, tout ça. Voilà, j'étais vraiment dans des délires brossons quoi. C'était voilà. Et qu'est-ce qui fait que du coup que t'es quand même resté dans ce son si à un moment donné, enfin pendant 2 ans, si ça te parlait plus, comment t'as continué à produire dans cet univers-là? Parce qu'en fait, j'avais une volonté, c'est de faire évoluer le son, comme je te disais. En fait, c'est que je gardais en fait la base de la progressive parce que c'est ce que je fais, parce que c'est quand même ce que j'aime faire. Mais je me suis dit, je vais incorporer des éléments d'autres choses, peut-être d'autres techniques, et essayer, enfin voilà, de créer un nouveau genre un petit peu plus tourné vers l'avenir, un petit peu plus futuriste entre guillemets. Donc voilà, en fait, c'est ça en fait qui m'a fait rester dans la progressive, mais durant les séances studio que je faisais voilà, ces 2 dernières années, voilà, t'avais moitié progressive et moitié où je partais en couille à faire des titres dubstep, drum and bass, voilà, des prods voilà, trap, hip-hop, enfin voilà, ou même des titres techno très bourrins et très sombres. Moi, ça me plaisait. Après, là, voilà, ces dernières semaines, j'ai commencé à refaire un petit peu des titres progressifs un petit peu à l'ancienne, un petit peu comme je faisais un petit peu aux alentours de 2016-2017, un petit peu dans l'esprit Prids et tout. Mais j'ai toujours cette part de moi qui dit ouais, non, là maintenant, c'est bon, t'as fait un titre progressif un petit peu trop joyeux, vas-y, remets-toi sur de la drum and bass pour arracher des têtes, quoi. Et du coup, comment ton public il le vit ça quand tu joues la drum and bass? Ah, c'est vraiment marrant parce qu'il y a. C'est même pas en fait que mon public, hein, c'est les gens qui vont assister au show. Je sais que quand j'ai joué le remix de Noisia de Prodigy à Azote il y a quelques mois, il y a beaucoup de gens qui ont dit waouh, j'aurais jamais pensé headbanger sur un festival trans, donc du coup c'est cool. Et puis t'en as d'autres qui ont dit ouais, bon, j'ai bien aimé le set jusqu'au moment où il a balancé du Skrillex. Donc déjà, tu vois aussi un petit peu à quel point les gens ils font leurs recherches aussi, tu vois, ils confondent Noisia et Skrillex. Bon, même si les deux travaillent ensemble et qu'ils s'entendent très bien, c'est pas du tout le même style. Mais en fait, voilà, ça divise. Et en fait, moi, si je peux emmener les gens dans mon univers, et surtout l'univers dans lequel je suis actuellement, moi, ça me va. Et surtout, si je peux choquer positivement les gens, genre en mode... Putain, il a balancé du dubstep, oh le fou. Mais genre, après, peut-être les gens, ils vont réécouter le set ou ils vont y repenser. Oh, c'est vrai, j'ai bien aimé ce remix. C'est le remix de quoi? Ok, je vais écouter. Oh, tiens, je connaissais pas Noisia, je vais aller écouter. Ils vont tomber sur un autre titre et puis ils vont découvrir un nouveau style et puis ils vont dire ah ouais, mais en fait, il n'y a pas que la trance dans la vie. Puis en plus, voilà, des fois, le dubstep, c'est à 140 BPM comme la trance. C'est juste un rythme différent. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent s'y retrouver, je sais pas. T'es un peu un geek au final. Ah, clairement. Clairement, je suis vraiment un geek. Hein. Je suis vraiment un rat de laboratoire, je dirais. Ouais. Je suis un studio rat, comme disent les Anglais. Ouais, enfin voilà, je peux passer toute ma journée à produire ou à rester sur l'ordi ou à soit faire du son ou juste créer des presets ou alors regarder des tutos YouTube sur voilà quelle est la dernière technique de mixage qui va te faire passer
au niveau supérieur en termes de production. Enfin voilà, moi je travaille tout le temps. J'essaye de faire un peu, en plus des horaires de travail, hein, c'est-à-dire que moi je commence ma journée à 9h jusqu'à midi, je fais une pause entre midi et 2 et de 2h jusqu'à 5h, et puis à 5h, hop, je ferme, et puis hop, je me déconnecte. Parce que voilà, je considère, enfin voilà, que j'ai pas un travail entre guillemets normal avec des horaires de bureau normal plutôt, mais ouais, j'essaye un petit peu de rester sérieux et de m'imposer ce rythme pour faire genre voilà, c'est mon travail, il faut que je sois sérieux, il faut que je me concentre, quoi. Puis peut-être aussi garder l'équilibre vie pro, vie perso, qui, je sais, n'est pas évident pour beaucoup d'artistes. Ah bah bien sûr. Et puis le problème aussi, c'est que quand tu travailles quand t'as ton studio à la maison, c'est que t'as beau t'arrêter à 5h, de l'après-midi et te dire hop, je déconnecte, ton cerveau il continue à travailler, hein. Tu te dis ouais, attends, là j'ai tel titre. Ouais, bon, là si je mets un EQ sur la basse, est-ce que ça... Alors que t'as ta conjointe ou ton conjoint qui te parle en face en mode qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et est-ce que tu peux m'éplucher des courgettes? Non mais alors ouais. Alors le kick, si je le mets à moins 6 dB, ouais, j'arrive. Non mais enfin voilà. Mais c'est difficile à balancer. Enfin, c'est vrai que c'est difficile à balancer, mais c'est le problème de beaucoup de gens. C'est vrai que j'avais vu l'interview de Marche que vous avez fait où il parlait de ça aussi. Vraie difficulté pour lui. Ah oui, c'était une vraie difficulté, mais parce que lui, il tournait énormément. Moi, je tourne pas à son niveau, donc ça va encore. Moi, mon problème, il est plus un petit peu dans la cohabitation de mettre mon cerveau sur off quand il le faut. Après, quand je pars, bon, certes, c'est difficile, mais j'arrive à gérer. Enfin, en tout cas, on arrive à gérer. Donc voilà, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être vraiment très compliqué, quoi. Pour rester sur ce côté business, t'as lancé ton propre label aussi. Pourquoi est-ce qu'un artiste aujourd'hui lance un label? Alors, moi, personnellement, j'ai lancé mon label pour avoir plus de contrôle sur ma musique. C'est-à-dire que jusqu'alors, je signais sur des labels où ils te prennent 25, 50%, ou alors des fois, ils te laissent juste 3% pour les plus gros. De revenus, tu veux dire? Oui, de revenus, ouais. Le truc, c'est que tu crées un label parce que tu as envie de plus de contrôle, tu as envie de plus de... Et puis, quand ça fait 10 ans, 11 ans que tu es, entre guillemets, dans l'industrie, tu te dis, bon, je connais assez pour pouvoir gérer mes sorties tout seul. Alors, voilà pourquoi moi, j'ai créé. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'artistes. En fait, ils veulent plus de contrôle, ils veulent avoir vraiment le contrôle. Et peut-être aussi, c'est aussi une question de revenus. Parce que quand tu crées ton label, t'as pas 50% à donner à un label. Les 50% du label, ils te reviennent à toi aussi. Donc, du coup, c'est plus intéressant. Et tu peux plus vivre de ta musique, entre guillemets. Après, c'est mon point de vue, mais moi c'est surtout du contrôle en fait, ce que je veux vraiment avoir le contrôle à 100% sur la musique. Alors, je comprends le point de vue contrôle, mais d'un point de vue visibilité, parce que Matt Fax tout seul, forcément il va pas avoir la même visibilité qu'Armada, qui est une industrie géante. Du coup, est-ce que quand même ça a encore du sens, et surtout est-ce que c'est intéressant? Ça dépend, et c'est bien que t'en parles, parce que j'ai eu de la chance avec le label. La première sortie que j'ai fait, c'était Energy, qui a très bien marché, qui a été playlisté dans beaucoup de DJ sets et tout. Donc, ça a été vraiment un très gros truc où je me suis dit, ok, c'est bon, c'est passé. Energy. Puis, j'ai sorti les 3 singles du prochain album et je me suis pris une claque. Où les gars ont dit, ouais, FTDR, mais on va pas jouer un titre d'un label qu'on connaît pas, quoi. Alors que je suis sûr que ça serait sorti chez Armada, ça serait sorti chez même Enhance, ça aurait pu marcher beaucoup mieux. Donc, mais c'est des erreurs qui font que tu apprends aussi. Donc, même là, je suis en train de me dire, peut-être garder mon label, peut-être tout signer dessus, mais par contre, faire des licences sur d'autres labels. Donc comme ça, tu profites de l'exposition d'un Armada. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, en fait, tu signes ton titre sur ton propre label, mais tu le sors sur un autre label. C'est-à-dire que tu leur donnes les droits de sortir la musique, mais par contre, tu gardes le contrôle totalement sur les revenus, sur ce que tu en fais, et eux, ils ont juste à le distribuer, quoi. D'accord. C'est-à-dire, admettons, tu te fais un contrat de toi à toi en disant, je m'auto-signe ce titre, mais après, tu vas voir Armada en mode, pour tel argent, je vous laisse le titre, et puis vous en faites la promo, vous le sortez sur votre label et tout. Mais par contre, je suis propriétaire, quoi. C'est un peu comme si tu louais un petit peu ton titre, quoi. Donc, je suis en train de réfléchir à ça.
Comme ça, j'ai le contrôle et comme ça, en même temps, je profite de l'exposition d'un plus gros label que le mien, quoi. Mais c'est des choses à réfléchir et c'est des choses, si t'es pas dans le business de la musique, tu sais pas que c'est possible. Ah bah bien sûr. Alors justement sur cet album, on va en parler un petit peu. Faut s'attendre à quoi? 3e album, du coup, peut-être un peu plus dark, ce que tu me disais, plus expérimental? Oui, alors c'est un album très personnel qui en fait suit l'évolution depuis mon dernier album Progressions jusqu'à aujourd'hui en termes de track listing. En fait, on va descendre un petit peu dans dans le plus dark en fait au fur et à mesure de l'album. La première partie va être plutôt progressive classique avec une moitié vraiment très triste, limite mélancolique et avec une autre partie vraiment sombre. Avec notamment un titre dubstep drill, et là où je vais perdre la moitié de ma fanbase, mais je m'en fiche parce que c'est ce que je voulais faire. Et voilà, en fait, moi je suis très impatient de le sortir parce que j'ai envie de voir les retours de cet album, j'ai envie de voir qu'est-ce que les gens retiennent de ça. Et surtout, je me dis, c'est cohérent de sortir un album pour exprimer un propos comme ça, un petit peu de voir un petit peu l'évolution d'une personne en fait à travers la musique, quoi. Et alors du coup, pourquoi faire un album complet et si du coup sur cette longue période ne pas avoir sorti plusieurs EP, singles comme ça, justement? Parce que tout simplement, j'avais déjà d'autres singles de prévus, et puis surtout, comme je te dis, en fait, à la base, il n'y avait pas de projet d'album. En fait, je faisais juste de la musique en fait comme thérapie. En fait, j'avais vraiment besoin en fait d'exprimer en fait ce que je ressentais à l'époque, parce que c'était vraiment une période très compliquée ces 3 dernières années, où j'avais besoin en fait de me libérer. Et en fait, c'est vrai que j'aurais pu faire des EP de 3-4 titres avec à chaque fois un thème et tout, etc. Et d'ailleurs, c'était même un projet qui était prévu à la base. Mais je me suis dit, un album, moi j'aime bien le côté album, même si ça se perd. J'aime beaucoup le fait d'écouter un disque de A à Z avec un support physique, parce qu'il y aura même un support physique, hein, l'album va sortir en vinyle. Voilà, moi j'aime bien ça, même si ça se perd, même si les gens n'ont pas la même façon d'écouter de la musique aujourd'hui. Je m'en fiche, je le fais pas pour ça. Moi, je l'ai plus fait pour moi, pour me faire kiffer en mode, oui, je vais faire un album vraiment où vraiment, il y a un concept derrière, il y a une histoire, et c'est une histoire que tu peux pas raconter en plusieurs EP. Quand tu fais un album ou tu fais un track listing, j'ai envie de dire compilation, tu t'en fous, tu fais, tu prends les 4 titres que t'as fait, voilà, à telle période, tu t'en fous, enfin voilà. Là, je pense que c'est mieux, enfin voilà, de faire un album, voilà, et de directement tout balancer d'un coup plutôt que de faire 3 EP, quoi. Pour moi, c'est mieux. En tout cas, dans ce projet-là, quoi. Eh bah parfait. Le message est passé. Merci Mattfax. De rien. Merci à toi de m'avoir reçu. Bon, c'était bien cool. On tient au courant de la sortie de l'album? Pas de souci, ça sortira fin juillet. Ouais. Donc, dès que vous l'avez écouté, venez me voir ou même lâcher un petit commentaire en mode j'ai pas aimé ou j'ai aimé. Mais surtout, dites si vous avez pas aimé. Comme ça, après, je vous réponds et je vous insulte. Non, Voilà. je rigole. Je suis pas sûr que tu reçoives beaucoup de messages du coup. On verra bien. On verra bien.